sur cette partie, donc on va vraiment se focaliser sur une partie RH de l'organisation. Donc l'idée, c'est de vous partager dans les grandes lignes, bien sûr, notre politique RH, de faire ensuite un arrêt vraiment sur image sur toutes les compétences clés que nous recherchons chez L'Oréal, et ainsi que toutes les actions prises envers les jeunes et tout simplement les gens qui sont aussi plus éloignés de l'emploi. Donc cette slide est magnifique. Donc bien sûr, vous avez remarqué, tout est en anglais chez L'Oréal. Et donc le Freedom to go beyond, that's the beauty of L'Oréal, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Donc très concrètement, c'est surtout la liberté de se dépasser et de dépasser une simple fiche de poste. Très souvent, on nous pose la question, quand on est en recrutement, Margot connaît ça par cœur maintenant, de oui, mais du coup, c'est quoi la fiche de poste? Et c'est vrai que chez L'Oréal, on fonctionne souvent avec juste 2, 3, 4 bullet points avec 2, 3 missions. Et après, l'idée, c'est que c'est le collaborateur qui va construire son périmètre, construire son job et qui va laisser finalement son empreinte dans l'organisation à travers ce qu'il va faire. Donc ça peut paraître un peu flou, ça peut paraître être le chaos au sein de l'organisation, mais c'est pas du tout ça. Nous, concrètement, on permet à nos employés d'explorer de nouvelles idées, d'être curieux, de s'ouvrir à de nouveaux challenges. Et cette liberté, qui pour certains pourrait représenter vraiment un espèce de chaos, nous, en interne, on appelle cela freedom within the frame. Ça veut dire la liberté dans un cadre. Donc, on a un cadre qui est assez large, comparé à d'autres entreprises, dans lequel un collaborateur peut aller de ce point-là à ce point-là, faire un petit sac sur le côté et revenir sur un autre petit cercle et après revenir dans un angle. Concrètement, il n'y a pas de limite dans l'organisation pour aller créer son propre job. Et ça, c'est une vraie force du groupe. Et moi, pour avoir connu d'autres entreprises, c'est très, très vrai chez L'Oréal. On fait vraiment ce qu'on veut de notre job. Donc, pour faire vite cette liberté, il y a un élément qui est central chez L'Oréal, c'est la formation. On a créé des formations en interne, des plateformes de formation interne pour à la fois se former en présentiel, en distanciel, et on investit, tu peux passer la slide Margot, énormément d'argent aussi dans la formation pour nos employés. On a investi près de 55 millions d'euros pour nos employés sur l'année 2020, un peu plus en 2021. Et en moyenne, si on devait faire un ratio, c'est 36 heures de formation par employé chez L'Oréal et par an. Donc, grosso modo, 36 heures, c'est une semaine de formation sur des formations qui ont été données directement par L'Oréal. Après, il y a deux types de formations que les collaborateurs peuvent faire en autonomie et qui ne sont pas forcément toutes comptées dans le décompte qu'on a ici. Donc, c'est vrai que c'est un pilier extrêmement clé pour nous et qu'on encourage toutes les personnes qui ne se forment pas assez à le faire, quitte à prendre du temps sur leur quotidien, prendre du temps sur leur job. L'idée n'est pas de se former en top et de faire ça le samedi, le dimanche, c'est de faire ça pendant son moment de travail aussi. On considère que la formation, c'est du travail. Tu peux juste, ouais, super. Donc, vous connaissez sûrement les MOOC, donc les Massive Open Online Classes. Sachez que nous, on a un partenariat avec donc, une plateforme qui s'appelle Coursera, qui propose des MOOC certifiants avec différentes universités, différentes écoles reconnues dans le monde entier. Et on laisse la liberté à nos collaborateurs de faire jusqu'à 4 MOOC que l'on paye, 4 MOOC certifiants, dans lesquels ils peuvent aller explorer des dimensions qui ne sont pas forcément en lien avec leur job. L'idée, c'est de pouvoir se former. Par exemple, si on est chef de projet en marketing, on peut très bien faire un MOOC certifiant sur la supply chain, les achats, sur la communication. L'idée est d'enrichir finalement son portefeuille de connaissances et pas forcément que sur son métier ou que sur son secteur d'activité. Et typiquement, moi, j'ai fait un MOOC en tant que RH sur la créativité et l'innovation que j'ai validé via HEC aussi, qui n'est pas forcément en lien direct avec mon job, mais qui finalement m'aide au quotidien sur différentes thématiques. À nouveau le micro, je vais pas y arriver. Du coup, on se demande finalement qu'est-ce que nous aussi on recherche de notre côté, L'Oréal en tant qu'employeur. Et ça me fait juste penser sur la partie formation,
On le voit auprès de nos candidats, je trouve en entretien. Moi, j'en ai de plus en plus qui me demandent au moment de l'entretien, qu'est-ce qui est à disposition, en tant que futur potentiel collaborateur? Qu'est-ce qui est à disposition en termes de formation pour continuer à s'upskiller en permanence? Et ça, c'est un point enfin, c'est vraiment un fait qu'on le voit de plus en plus en entretien. Si on regarde concrètement, nous chez L'Oréal, ce qu'on va rechercher. Pour vous donner déjà quelques chiffres très concrets, souvent on utilise souvent cette slide quand on forme nos managers au recrutement. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut leur dire, c'est que déjà, on reçoit énormément de candidatures. Ça, probablement que c'est pas une surprise. On en reçoit, à peu près, bon, presque 1 million par an, de candidatures, quand on a par an à peu près, 15 000 recrutements. Donc ça, c'est des chiffres, global, niveau monde. Vous avez en bas le chiffre, entre 2019, 2020, 2021. On voit que 2020 a été quand même assez impacté par le covid, mais qu'on a tout de même continué à recruter de manière assez importante, et on voit qu'on a repris clairement de plus belle en 2021. Ce qu'on veut aussi dire, par là, à nos managers souvent, c'est que, finalement, déjà, il y a beaucoup de gens qui candidatent au groupe L'Oréal, que le rôle de RH et de recruteur, il est important puisqu'il y a une sélectivité qui est énorme. Finalement, entre 1 million de candidatures pour 10 000 recrutements, on est sur 1 de sélectivité. Et au-delà de ça, j'ajouterais une complexité qui est qu'aujourd'hui, finalement, quand, une toute petite partie de personnes qui seraient vraiment à l'écoute et en recherche active, en tout cas, d'un emploi, on a aussi plein de personnes qui ne postulent pas et que nous, on souhaite aller chercher, parce que ce sont des personnes finalement qui, de manière, proactive, ne vont pas postuler, sur notre site, carrière par exemple, mais qui sont en fait tout à fait à l'écoute, et preneurs d'échanger avec des recruteurs pour de potentielles opportunités. Donc il y a un peu 2 champs d'action. D'un côté, il y a évidemment toutes nos candidatures, qu'on traite de manière, alors il y a aucune intelligence artificielle derrière, il y a que des recruteurs qui, screenent les CV et font des entretiens, avec les candidats. Il y a une sélectivité qui est importante, parce qu'évidemment, on a un volume, de candidatures important, et de l'autre côté, on a cette activité qui se développe. On a beau être L'Oréal, on a beau être attractif en tant qu'employeur, aujourd'hui, entre, le monde de l'entrepreneuriat, les startups, nos concurrents, et aussi, plein d'entreprises qui arrivent sur le marché qui sont de plus en plus attractives. Finalement, c'est aussi notre rôle, en tant qu'employeur, de se vendre et de vendre, l'entreprise L'Oréal, et parfois à nous d'aller chercher, des talents. Hem, Ça, c'est aussi un message qu'on passe à nos managers, et à nos opérationnels en interne, parce qu'eux, ils pensent que quand ils ont un entretien, la personne veut absolument venir chez nous. Ce n'est plus le cas. Il faut aussi, attirer, les talents, et voilà. Du coup, si on rentre concrètement quand on attire ces talents ou qu'on va les chercher ou qui postulent chez nous et qu'on les évalue, qu'est-ce qu'on vient rechercher chez eux, pardon. Tout d'abord, on commence par ce qu'on appelle, nous, les 5 dimensions du potentiel. Alors ça paraît, scolaire comme ça, mais en fait, c'est vraiment, la base pour nous de comment on recrute et comment on invite aussi nos managers à recruter. Déjà, on parle beaucoup, et c'est vrai qu'en entretien, les candidats nous demandent souvent: «Qu'est-ce que je dois maîtriser comme logiciel? Quelles compétences techniques je dois avoir?» On n'est clairement pas sur ça. Chez L'Oréal, on est vraiment sur des soft skills, et ce qu'on dit à nos candidats et que moi je dis au quotidien dans mes entretiens, c'est que finalement, si on arrive à trouver un candidat qui a une learning agility, capacité à grandir, à apprendre, à s'adapter dans un environnement, complexe, changeant, évoluant rapidement, finalement tous ces soft skills font que peu importe quelles compétences techniques, dont il peut avoir besoin pour son job, il les apprendra. Évidemment, j'exclus, tout métier très, très spécifique, pour lesquels il faudrait des hard skills bien particuliers, mais globalement, notre politique, notre stratégie, c'est de se dire: «On veut recruter des personnes pour leurs soft skills et pas pour leurs compétences techniques acquises». Les 5 premières du coup dimensions du potentiel qu'on évalue sont ces 5 compétences que vous voyez à gauche, qui sont l'ambition, l'empathie, la learning agility, le judgment qu'on pourrait traduire par le discernement, et la résilience. Ça, c'est les 5 premiers piliers qu'on a, et avec lesquels sur lesquels on se base pour évaluer nos candidats. Une fois que vous intégrez le groupe L'Oréal, on est collaborateur et cetera, au fur et à mesure, avec la dynamique des opportunités, des mobilités en interne, on prend parfois des positions, de manager, des jobs de manager, et donc là, on vient rajouter des compétences, qu'on va rechercher chez nos managers ou futurs managers,
ou quand on recrute des managers, niveau manager de l'extérieur. On a donc ces 5 compétences que vous voyez sur la slide, qui est le côté donc innovateur, stratégiste, entrepreneur, intégrateur et people développeur, qui sont voilà, les 5 compétences sur lesquelles on se base quand on recrute nos managers. Et enfin, évidemment, à ça, on ajoute que selon, alors si on est à la recherche et innovation, si on est aux opérations, si on est sur un marché spécifique, etc., on va avoir des spécificités métiers, des spécificités selon l'environnement dans lequel on est, qui vont s'ajouter à ces compétences qu'on évalue. Si on rentre un tout petit peu plus précisément dans nos 5 dimensions du potentiel qui, du coup, sont censées concerner l'ensemble de nos collaborateurs, finalement, déjà, l'ambition, bon, le mot parle de lui-même, mais évidemment, nous, même dès les stages, les alternances auprès de nos étudiants, c'est ce qu'on va rechercher, c'est leur capacité à prendre de la hauteur, à voir loin, à voir, voilà, avoir aussi une vision d'ensemble facilement et à aussi avoir des projets, des ambitions pour plus tard. Sur la partie empathie, pour le coup, l'idée, c'est de savoir écouter, c'est de savoir créer des relations de confiance avec un réseau qui est très divers et surtout être capable de comprendre et de respecter les avis des autres. Pour moi, il y a aussi la learning agility dont parlait Margot, qui est, selon moi, l'une des plus importantes dans les 5 dimensions du potentiel. Tout simplement parce que c'est la capacité à apprendre constamment, à sortir de sa zone de confort, de faire preuve finalement de curiosité, d'ouverture d'esprit. Et chez L'Oréal, on ne recrute pas parce qu'on sait faire quelque chose, mais parce qu'on a la capacité d'apprendre à le faire et à aller plus loin. Et ça, c'est extrêmement clé. Et je voyais une question passer sur les étudiants. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? En fait, là, pour moi, la learning agility est extrêmement clé. Exactement. Du reste, quand je pense aussi à learning agility, ça me fait penser à quelque chose qui est important au sein du groupe L'Oréal, la culture du feedback, qui est essentielle. C'est finalement, la capacité à en donner, évidemment, en tant que manager ou en tant que même, collaborateur, de faire du feedback à ses propres managers et cetera et à ses pairs et à ses équipes. Mais aussi de la capacité à en donner, mais à en recevoir aussi. Et ça, chez nos étudiants, c'est quelque chose qu'on va aller rechercher, sa capacité à bien prendre un feedback constructif, accepter les feedbacks qui sont pas toujours très positifs, mais se dire OK, je prends le feedback et qu'est-ce que j'en fais? Et derrière, ça rejoint cette notion aussi de learning agility, d'arriver à grandir, de prendre tout comme des opportunités de grandir et de faire encore mieux. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on dit au quotidien à nos étudiants. Et juste, Margot, pareil, je vais vous donner un exemple très concret parce que ça m'est arrivé cette semaine. Pour l'équipe, on a recruté un recruteur stagiaire qui va arriver à la fin du mois, qui a fait quasiment aucun stage, qui arrive en fin de cursus, qui a fait un master de droit plus un IAE à Marseille, où il s'est spécialisé dans le management commercial et qui souhaite faire des RH, qui souhaite faire du recrutement. Il n'a jamais fait un seul entretien de sa vie, à part celui qu'on faisait le moment où on l'a reçu. Et pour le coup, pourquoi on l'a retenu? Parce qu'il a réussi à nous convaincre sur un élément très simple. Il a appris tout seul à coder et il s'est développé sur des missions qui potentiellement ne vont pas lui servir demain dans la fonction RH, mais il s'est ouvert l'esprit sur quelque chose de différent. Il a appris seul avec des tutos, des vidéos YouTube, des vidéos sur TikTok, Instagram, j'en sais rien, mais il a appris tout seul à se développer. Et ça, c'est un élément clé. C'est un excellent indicateur qui nous annonce que demain, on va le prendre chez nous, on va le former et il va apprendre vite. Il va être en capacité justement de comprendre ce qu'on va lui expliquer. Et ça, c'est clé pour nous. Et effectivement, du coup, les 2 dernières dimensions du potentiel, les 2 dernières compétences qui sont le judgment. Le judgment, finalement, c'est moi, quand je l'évalue auprès d'un candidat, je trouve que c'est vraiment la capacité d'une personne à avoir un avis. Et ça, on apprécie ça chez les étudiants. C'est-à-dire, on peut ne pas être d'accord, on peut aimer quelque chose, pas avoir aimé un lancement de produit pour telle ou telle raison. L'essentiel, c'est quel rationnel je mets derrière et comment je l'argumente. Et ce qu'on appelle le discernement ou le judgment, c'est un point qui est important chez nous, chez L'Oréal. Et enfin, évidemment, la résilience. C'est vrai qu'on est un groupe énorme. Il y a on est très nombreux. On est beaucoup de collaborateurs. L'organisation est quand même complexe. Et finalement, ils arrivent même tout jeunes en stage.
Du coup, pour nous, c'est important de comprendre leur capacité à s'orienter dans cet environnement complexe, à manager la complexité d'avoir plein d'interlocuteurs et plein d'équipes, et leur résilience aussi face à cette complexité d'organisation et au quotidien dans leur mission. Ça, c'est aussi notre cinquième compétence qu'on évalue chez nos candidats, même de plus jeune âge, pour nos premiers stages au sein du groupe. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a toute cette capacité dans la partie résilience. Un de nos anciens DG, du groupe, François Dalle, disait vraiment, faire, défaire, refaire. Et c'est vrai, chez L'Oréal, on fait beaucoup, on défait beaucoup et on refait beaucoup. Et il y a certains profils pour qui, malheureusement, ça ne matche pas et qui aiment bien avoir tout bon du premier coup. Malheureusement, dans la vie de L'Oréal, ça ne fonctionne pas comme ça et qu'il y a différentes versions de nos projets qui sont réalisés et cette résilience fait partie de ça. Donc quelqu'un qui est capable de prendre ça en compte sera le bienvenu aussi chez nous. Du coup, très rapidement, parce que je vois le temps qui passe et comme ça, on peut avoir aussi du temps pour les questions. Vous avez entendu dans le speech de Nicolas Hieronymus parler de L'Oréal for Youth. En fait, L'Oréal for Youth, juste pour vous en parler un petit peu, parce que c'est intéressant, c'est que finalement, on s'est rendu compte, donc, avec les confinements qu'on a vécu, il y a énormément d'entreprises qui ont proposé moins de stages, arrêté de recruter, etc. Et on s'est dit, finalement, les premiers impactés par cette crise et par l'environnement actuel, les enjeux actuels, finalement, c'est les jeunes. Du coup, L'Oréal, pendant le premier confinement, a sorti ce programme-là pour venir avoir encore plus d'ambition et d'impact auprès de cette jeune génération avec des engagements forts. Et donc, déjà, on appelle ça ce programme L'Oréal for Youth. Mais pour vous dire un peu, ce programme, il a deux pans. Le premier, il est de se dire comment on accompagne très concrètement les jeunes générations dans leurs premières étapes de leur vie professionnelle. Donc, très concrètement, ça passe par proposer plus de stages encore, évidemment pas les réduire parce qu'il y a eu des confinements, etc. Et on a couper aucun stage et aucune alternance pendant les différents confinements. C'est venir en créer encore plus, venir encore plus diversifier l'origine aussi d'où on va chercher nos étudiants. Donc, évidemment, alors aujourd'hui, on est très présent dans les écoles de commerce, sauf qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est d'aller encore plus loin avec les universités, encore plus loin avec les IAE, avec finalement ces étudiants qui ne penseraient pas à L'Oréal comme employeur en premier, peut-être aussi par peur de ne pas être recruté parce que ne venant pas d'une école privée. Et l'objectif, c'est justement de casser ça et de montrer que nous, on souhaite diversifier encore plus les jeunes qu'on recrute. Et ça, c'est hyper important pour nous. Donc, il y a ce premier pan qui est très concrètement proposer plus d'opportunités professionnelles. Mais ça ne va pas que jusqu'au stage et à l'alternance. C'est derrière notre conversion en CDD, en CDI et en VIE, comment on peut augmenter au maximum nos opportunités et comment aussi on peut challenger nos équipes RH et nos managers quand ils ont une opportunité qui se crée pour potentiellement accepter un junior et pas toujours demander plusieurs années d'expérience. Ça, c'est le premier pan. Et sur le deuxième pan, pardon, c'est sur l'employabilité. Donc, le premier pan, il est très direct en termes de ROI pour nous. C'est concrètement, on fait venir des gens chez L'Oréal, on fait venir des collaborateurs, des jeunes. De l'autre côté, le pan de l'employabilité, il est plus indirect. Finalement, c'est plus du give back, comme on dirait. C'est comment on peut accompagner nos jeunes générations sans pour autant qu'elles soient chez L'Oréal derrière. Donc, ça passe par intervenir auprès de lycées, par exemple. Pourtant, les lycées, on ne va pas recruter directement à la sortie du lycée, mais c'est comment on les accompagne. On les accompagne à travailler leur employabilité future, etc. Et on va passer très concrètement ici. Pardon. Du coup, on voit au milieu de la slide la partie First Professional Step. On voit qu'on a augmenté de 30% nos opportunités de travail depuis qu'on a mis en place l'Oral for Youth, donc c'est-à-dire en 2021. Et comment on les calcule? En fait, c'est surtout les recrutements qu'on a fait en dessous de l'âge de 30 ans pour venir vraiment accompagner ces jeunes générations. Donc, on s'était fixé un objectif de 15 000 en 2021 qu'on a complètement dépassé puisqu'on a recruté 18 342 jeunes là, en 2021 au total, en dessous de 30 ans. Et on s'est dit, bah, allons encore plus loin. En 2022, on en recrutera plus de 25 000. Concernant le pan employabilité, on peut voir finalement qu'on a plusieurs actions qu'on met en place et typiquement une action très concrète qui est par exemple les équipes RH et les équipes recrutement qui vont faire du coaching auprès des étudiants
pas ceux qui vont être en recherche d'un stage, d'une alternance ou d'un job forcément, mais juste de pouvoir venir offrir du temps pour les aider dans leur carrière et leur employabilité. Et enfin, on a un autre exemple concret, où on a proposé récemment, on a fait un partenariat avec, Article 1, un programme qui s'appelle Demain. Je ne sais pas si vous avez vu, sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, ça a été, mis en avant. En fait, L'Oréal propose à ses collaborateurs de devenir mentor d'un jeune, heu, souvent en situation de précarité, en situation de précarité, et du coup de venir, l'accompagner, sur, comment, préparer son futur professionnel, et cetera. Du coup, voilà, c'est pardon, je vais pas passer à la slide suivante. C'est donc, demain.org avec qui on travaille, et aujourd'hui, on a plus de 400 collaborateurs. Ça a été lancé en début 2022. On a plus de 400 collaborateurs qui sont devenus mentors, et moi la première où du coup je mentore une petite jeune, en situation de précarité, très clairement, et que j'accompagne autant que je peux, qui est en BTS, et je lui fais découvrir les ressources humaines parce qu'elle a envie de faire ça plus tard, et je la convie à mes entretiens, pour qu'elle puisse assister à des entretiens et voir comment ça se passe, et cetera. Donc voilà, on est sur de l'accompagnement une fois toutes les 2 semaines à peu près, et on a de plus en plus de collaborateurs qui s'inscrivent pour faire ça. Donc typiquement, c'est une action, qu'on a dans le cadre du programme L'Oréal for Youth. Pour vous, voilà, peut-être que vous aurez plus de questions à ce sujet-là. Nous pouvons donc passer aux questions et réponses, Frédéric. Merci à vous. Donc, énormément de questions de nature proprement RH. Alors, il faudrait un peu les résumer puisqu'on n'a pas forcément beaucoup de temps derrière nous. La question, c'est un peu le décalage potentiel qu'il peut y avoir dans votre processus de recrutement entre la surpondération que vous accordez aux soft skills et la manière assez objective et donc aussi, a priori, subjective de les évaluer, quel que soit le cursus initial. Et donc, évidemment, les auditeurs qui suivent ce webinaire ont aussi envie de savoir quels cursus initiaux vous recrutez quand même prioritairement. École de commerce, ingénieur, je voyais passer une des questions, esthétique en reconversion, expert digital, etc. J'imagine que certes, les soft skills sont importantes, mais on ne part pas de rien. Tu veux que je réponde, Effectivement. Margot? Ouais, si tu veux, pardon. Ouais, donc pour répondre à la question, aujourd'hui, avec Margot, on représente une partie, bien sûr, des recrutements qui sont effectués chez L'Oréal, mais les backgrounds de personnes qui sont issues d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce et d'universités sont les bienvenus chez L'Oréal. C'est vrai que nous, on va avoir un focus, Margot recrute sur le digital, la com par exemple. Moi, mes équipes vont recruter aussi sur le marketing, la partie trade marketing, sales, retail et compagnie. Mais il y a d'autres équipes dans l'organisation qui recrutent sur le métier de la supply chain, sur le métier du développement du produit technique, sur le métier de la recherche aussi. Donc, on recrute dans les différentes écoles, on recrute des docteurs aussi, des gens qui ont des PhD, des doctorats, et qui viennent travailler chez nous vraiment dans les équipes recherche et développement. Et alors, par exemple, pour vous forcer à préciser, si on reste sur ce volet managérial, donc des études, on va dire, de commerce, de management, qui peuvent s'offrir donc à vous, à partir d'un BTS, d'une université de sciences économiques et gestion, d'un IAE, versus école de commerce. C'est quoi votre répartition sur ce type de profil? C'est une bonne question. J'ai pas le chiffre exact. Je pense non, je ne vais pas m'avancer parce que je ne connais pas le chiffre. Comme approximativement, hein, c'est juste pour avoir une idée. Hein. Si c'est du Ouais. 2 tiers, 1 tiers pour les écoles de commerce ou, je sais pas, 50-50. On a plus d'écoles de commerce. On a Ouais, plus d'écoles clairement. de commerce aujourd'hui. Je ne Je pourrais pas dirais dire 2 tiers, 1 tiers, ce serait pas vrai parce que on n'a pas le chiffre en tête, mais on a plus d'écoles de commerce aujourd'hui. Et comme Margot le partageait, notre idée, c'est d'arriver à un meilleur équilibre. Donc, si demain, on pouvait avoir justement plus d'universitaires dans nos processus de recrutement, on en aurait aussi plus du coup dans nos équipes. En sachant que les écoles d'ingénieurs et de commerce dont on parle aujourd'hui, je suis bien placé pour le savoir puisque j'ai dirigé donc une école doctorale d'économie-gestion, on a de plus en plus de docteurs formés au sein des écoles de commerce aussi, en particulier en sciences de gestion. Aussi. Et donc, si on reste cette fois-ci, comme vous le disiez, sur le profil ingénieur,
dans le sens large du terme, avec expert en big data, coding, vous évoquiez une trajectoire assez intéressante d'un juriste très curieux. Est-ce que vous avez concrétisé, j'imagine, sur les dernières années, un recrutement plus important par rapport au monde de demain et de la data, de ce type de profil, comparativement, monté en puissance en tout cas, comparativement à des profils managers? Alors, c'est une bonne question parce que déjà, je pense qu'effectivement, on vient de plus en plus, et c'est pour ça du reste qu'il y a la création de la beauty tech où maintenant on a une équipe dédiée talent acquisition côté beauty tech pour aller chercher ces profils-là. Clairement, il y a une augmentation probablement de ce type de profil avec ce type de background, c'est sûr. Ce qui est intéressant, et c'est hyper actuel parce il y a encore quelques jours, on était dans des réunions où on se dit le challenge finalement de demain, c'est d'aller chercher potentiellement plutôt des doubles diplômes qui Voilà. ont cette casquette ingénieur et cette casquette commerce. C'est massif aujourd'hui et l'exemple Et, Centrale Nantes et Audencia en même temps. exactement, exactement. Et encore, il y a à peine une semaine, j'étais dans une réunion où il y a voilà, un double diplôme entre Centrale Supélec et le SCP. Enfin voilà, typiquement, et ça, c'est quelque chose qu'on veut développer de plus en plus parce qu'on veut se dire aussi, demain, au sein du groupe, un collaborateur, aujourd'hui, il y a des mobilités internes très dynamiques, il y a un terrain de jeu incroyable en termes d'opportunités, de changement de métier, de changement d'environnement, d'entité, de division, de marque, etc. Mais demain, on veut créer encore plus de parcours croisés entre ce côté opération, ce côté ingénieur, data, etc., et ce côté managérial, Est-ce effectivement. que ça ne va pas tout simplement devenir indispensable? C'est 1 million de CV, 15 000 recrutés. On cherche l'ambidextrie, comme vous vouliez, à la curiosité. Donc, en fait, vous n'avez presque pas le choix. Mais ça met malheureusement un peu dans l'ombre des candidats que vous voulez simplement aider post-bac ou avec un simple BTS. En fait, pour tous les candidats qui ne seraient pas sur des niveaux d'études niveau master, il y a quand même des jobs à pourvoir chez L'Oréal. On en a moins parlé avec Margot parce que ce n'est pas notre cœur métier à nous deux. Mais par contre, il y a des équipes qui se chargent de recruter des niveaux bac, bac plus 2, bac plus 3 dans l'organisation. Et c'est vrai qu'on a moins d'opportunités, mais on peut quand même les accompagner. En tout cas, on fait tout pour. Et c'est vrai que sur les niveaux master, probablement que demain, un profil qui a cette double casquette ingénieur et commerce, probablement qu'il aura une valeur ajoutée, enfin une plus-value à nos yeux qui sera importante. C'est évident. Mm. C'est difficile de faire un marketing qui anticipe les tendances sans maîtriser un peu d'IA. Ouais, complètement. Autre question un peu plus globale. Quid de la pyramide des âges du groupe L'Oréal? C'est un triangle, une toupie? Non, pardon. C'est une bonne question. J'avoue que moi, dans mon quotidien, on est très tourné. Alors, L'Oréal for You, c'est sûr que vous vous dites quid potentiellement. Alors, on n'aime pas le mot large, senior. Voilà, exactement. On n'aime pas le mot senior au sein du groupe parce qu'on ne trouve pas le mot approprié. Mais comment on accompagne finalement les carrières jusqu'au bout aussi, c'est un vrai challenge. Et voilà, il y a beaucoup de discussions en cours aujourd'hui sur comment accompagner encore plus l'employabilité finalement, même en fin de carrière. C'est un vrai point. J'ai pas de chiffres. Ce qui est très vrai pour préciser cette réponse de Margot, c'est qu'aujourd'hui, même dans les personnes qui postulent, et c'est peut-être des gens qui se mettent des barrières, on a plus de jeunes, entre guillemets, et beaucoup de moins de 30 ans. Après, ce qui est très vrai, c'est qu'il y a aussi tout un pan de la population, et moi je l'ai vécu quand j'ai été sur un poste de généraliste RH, quand on essaye d'aller chercher des profils plus seniors aussi, il y en a qui sont dans un certain confort de leur job et qui hésitent plus peut-être à changer d'entreprise et à prendre de risques. Donc c'est vrai qu'on a à la fois des freins d'un côté personnel pour la personne concernée et d'un côté groupe où il y a potentiellement aussi moins de candidatures reçues par ce type de profil. Alors justement, une question qui découle de votre propos. Évidemment, j'imagine que le turnover à l'échelle mondiale, interpays, pour un groupe comme L'Oréal, 150 pays, 88 000 collaborateurs, c'est assez compliqué. Et que le turnover, il est beaucoup plus important avant 30 ans ou entre 30 et 40 qu'entre 50 et 60.
comment vous accompagnez? Est-ce qu'il y a une durée moyenne selon la catégorie d'âge sur le poste donné, sur un pays donné? Est-ce que vous avez une politique ou vous êtes systématiquement dans de la plasticité? Il y a beaucoup de plasticité hein, chez L'Oréal, très honnêtement. Et encore une fois, ça va vraiment dépendre des marchés, parce que la question est très bonne. Et il y a des marchés qui sont très, très dynamiques et dans lesquels les gens, finalement, peu importe qu'ils aiment l'entreprise ou pas, le marché est tellement dynamique. Et je pense notamment au UK, je pense aussi aux US, notamment quand on a des locaux près des GAFA, qui proposent pour certains profils des packages qui font le double des nôtres, sur lesquels on ne pourra jamais s'aligner, parce qu'ils ont une trésorerie qui dépasse largement la nôtre. Il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas lutter. Donc, en fait, qui font qu'on a du turnover dans certaines régions du monde parce que les entreprises sont plus dynamiques que nous en termes de rémunération, en termes de capacité aussi de rémunérer les gens. Après, il y a Une des éventuelle marchés. barrière juridique, obtention d'un visa, je sais pas, quelqu'un qui veut migrer de l'Italie vers le Japon avec la complexité nippone. Ouais, on a la chance d'avoir en interne et aussi en externe un accompagnement juridique pour toutes les personnes que l'on souhaite envoyer à l'international sur des zones géographiques très différentes. Et une fois que ces personnes ont validé toute la partie, j'ai envie de dire, plus administrative, et on est très bien aidé là-dessus avec des avocats et avec nos équipes de mobilité internationale, il y a l'autre aspect qui est la partie intégration, acculturation et une capacité justement à se fondre finalement dans le pays et pouvoir vraiment converser avec les gens en local. Et ça, dans chaque pays, on travaille tous les ans sur des roadmaps qui sont revus, corrigés pour s'adapter justement vraiment à la tendance du pays. Et ça, c'est fait en local. C'est jamais fait au niveau corporate, global, avec des grandes guidelines. C'est vraiment fait par le pays, parce que c'est le pays qui connaît son marché et sa façon de travailler. Alors, il y a une dernière question sur le référentiel de compétences plus ou moins indispensable. Comment vous l'adaptez au profil recherché, aux produits zones? Pardon, du coup, j'ai pas compris la question, désolée. Alors, il y a une dernière question qui est posée sur le référentiel de compétences. Mm. Comment vous l'appliquez? Est-ce que vous l'appliquez différemment selon le profil recherché, en particulier d'un produit zone? Oui, enfin, si je réponds à la question, on a en fait, en fonction des zones dans lesquelles on travaille, en fonction des pays, des besoins différents. C'est tout à fait normal parce que du coup, on ne va pas faire du marketing de cette même manière que l'on fait enfin, au Japon ou en France. On ne s'adresse pas au même public. Donc, bien sûr, on va rechercher des choses différentes. Après, il y a quand même un socle de compétences clés qui vont être les mêmes. Donc, ça va vraiment être à la marge, honnêtement. Et quel est le rôle, j'imagine, très grand du siège social Monde situé à Paris? Vous quand même donnez délégation par grande zone, je ne sais pas moi, Amérique du Nord à votre filiale, je ne sais pas, new-yorkaise. Typiquement, alors c'est vrai que, par exemple, si on parle référentiel de compétences, on prend nos 5 dimensions du potentiel dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui est worldwide, qui a été justement sorti par nos équipes corporate. Donc, c'est-à-dire que même nous, par exemple, en recrutement, en talent acquisition, on a notre équipe référente au corporate. Et c'est ces équipes-là qui nous alimentent de guidelines, entre guillemets. Typiquement, ces 5 dimensions du potentiel, elles viennent du corporate. Évidemment, ils s'infusent et ils travaillent avec l'ensemble des pays. Mais derrière, c'est que l'ensemble des pays, on travaille sur ces compétences. Ce n'est pas uniquement France, ce qu'on vous a partagé. Alors évidemment, il y a Après, beaucoup de franglais, mais je pense que la majorité de ceux qui nous écoutent, ils sont un petit peu dans l'expectative de savoir comment vos référentiels, vos 5 compétences, etc., essentiellement quali et potentiellement subjectives, se transcrivent dans une grille plus ou moins objective, quantifiée. c'est une bonne question et c'est vrai qu'on n'utilise pas de grille quantifiée. Donc, probablement que ça pose une vraie question sur comment finalement on forme nos recruteurs, comment on forme nos managers au recrutement pour derrière recruter de manière la plus inclusive possible, la plus diversifiée possible, la plus impartiale possible, effectivement, parce qu'on ne fonctionne pas avec ce système de grille quantitative, pardon, sur nos différentes compétences.
Peut-être une dernière question, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose après, parce que je vois qu'il est déjà l'heure, c'est passé très vite, c'était très intéressant. Vous parliez tout à l'heure de processus d'essai-erreur, en particulier la plasticité de chacun, de sa capacité à se remettre en cause, qui paraît fondamentale à l'ADN du groupe. Quel est le pourcentage ou un taux d'échec sur justement la grille Cali que vous avez appliquée et à tel ou tel collaborateur et qui finalement s'est avéré en un sens fausse, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez sans doute surpondéré des aspects de la personne qui étaient plus une apparence qu'une réalité qui lui soit propre et qui a malheureusement pour lui, mais c'est valable dans beaucoup d'entreprises, occasionné une séparation d'avec lui. Le taux d'échec à 2-3 ans de vos collaborateurs, sans qu'ils soient évidemment rachetés, entre guillemets, par la concurrence? Honnêtement, il est assez faible pour le coup, parce que le processus de recrutement, il est déjà pas fait que par un recruteur, il est fait par plusieurs personnes et que il y a différents niveaux de validation qui font que on s'assure avec des prismes différents et des regards différents qu'on a bien checké tout ce qu'on voulait checker par rapport à une personne. Donc ça permet justement d'éviter des erreurs de casting, comme on les appelle en interne. Vous êtes combien devant la personne recrutée? Alors, on essaie d'être le moins possible, mais on est au moins 3 personnes. Ça veut dire qu'il y a un recruteur, un RH et un manager. Donc, Comme pour un jury d'agrégation. à peu près. Mais à minima, c'est 3 personnes, en fait, qui vont voir un candidat. En général, on est quand même un petit peu plus élevé, mais c'est vrai que 3, c'est un minimum de personnes à rencontrer. Et après, on a un turnover classique, comme dans chaque entreprise. Et c'est vrai que, notamment pour les plus jeunes, qui ont déjà fait 2, 3 ans, 4 ans chez L'Oréal, eh ben, il y a une très forte demande sur le marché pour ce type de profil. Donc, on chasse beaucoup. Il y a beaucoup de profils qui sont chassés chez L'Oréal pour la concurrence, parce que chez nos concurrents, ça rentre dans leurs critères de recrutement de recruter quelqu'un qui vient de chez L'Oréal. Vous les avez bien formés. Voilà. Voilà.